Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Merci aux organisateurs de me donner la parole aujourd'hui et navrée de n'avoir pu être avec vous autrement qu'en visio. J'ai l'exercice difficile de vous maintenir attentif juste après la pause déjeuner, mais étant donné que c'est un sujet assez touchy, je pense que ça devrait pouvoir le faire. Donc l'idée aujourd'hui et dans un premier temps, c'est de vous présenter un état des lieux du contexte réglementaire des allégations en cosmétique et ensuite d'aborder certaines allégations qui peuvent être utilisées dans le domaine du sport et de voir de quelle manière elles vont être encadrées. C'est l'article 2 du règlement qui donne du règlement cosmétique européen qui donne un peu moins d'une vingtaine de définitions, des définitions qui sont cruciales en matière de réglementation et dont une est des plus importantes, c'est la définition du produit cosmétique. Ainsi, pour savoir si notre produit est cosmétique et entre dans le champ d'application du règlement cosmétique, c'est à cette définition que l'on va se confronter. Donc, est considéré comme un produit cosmétique toute substance ou mélange qui va être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état et de corriger les odeurs corporelles. Cette définition se caractérise le produit cosmétique par la forme du produit, substance ou mélange, le lieu d'application, les parties superficielles du corps humain, sa fonction, et puis évidemment les revendications associées, parce que c'est aussi de par les revendications et la présentation générale du produit que l'on peut tomber dans une autre catégorie qui n'est pas celle des produits cosmétiques. C'est pour accompagner donc les consommateurs dans leur quête du bien-être et de la beauté que les marques, qu'elles soient cosmétiques ou du domaine sportif, proposent aujourd'hui des produits qui répondent aux besoins à la fois avant, pendant et après l'effort, de manière à accompagner le sportif tout en s'adaptant aux contraintes d'utilisation. Les cosmétiques pour le sport peuvent répondre à plusieurs besoins. D'une part, il peut s'agir de produits qui permettent de soigner son image, donc soigner son image même pendant l'effort. Ça peut être par exemple un maquillage avec une tenue plus forte qui ne va pas couler pendant le sport. Il peut s'agir également de produits tournés vers des problématiques ou des inconforts qui sont liés au sport, comme les rougeurs, la transpiration, l'hydratation, les irritations. Et il peut s'agir de gammes plus performantes et résistantes à des conditions extrêmes pour certaines activités, et notamment à des conditions comme le froid, l'eau ou la protection solaire. Et puis d'autre part, les sportifs d'aujourd'hui vont être à la recherche de produits plus pratiques, multifonctions, qui vont allier la technicité, la sensorialité et également se tourner vers des produits qui sont plus vertueux. Alors, une allégation, c'est quoi? C'est toute forme de texte, de dénomination, de marque, d'image ou d'autres signes figuratifs qui va attribuer explicitement ou implicitement des caractéristiques ou des fonctions au produit et qui va être utilisé à l'occasion de l'étiquetage, de la mise à disposition et de la publicité du produit. Cette définition, on la retrouve dans l'article 1 du règlement sur les critères communs pour l'emploi d'allégations en cosmétique. Donc on voit bien qu'une allégation ne se résume pas seulement à un texte, ça peut aussi être une image, tout autre signe, et également les dénominations commerciales rentrent dans cette catégorie allégation, donc on ne pourra pas se permettre tout et n'importe quoi, même dans la dénomination du produit. Et puis ça vise toute forme de communication commerciale qui va s'adresser au consommateur, quel que soit son mode de diffusion.
les publicités Internet, mais également alors les packaging et les emballages, mais également les réseaux sociaux et les discours commerciaux. Donc ça, il faut aussi également être très attentif. En fonction du message que l'industriel souhaite mettre en avant, les allégations vont être de différentes natures. Il peut s'agir d'allégations liées au contenu du produit qui va se rapporter à sa formule ou ses ingrédients, à sa fonction également, à d'autres propriétés comme hypoallergénique, pH physiologique, des allégations de nature liées à l'efficacité du produit, et puis à d'autres caractéristiques, et notamment aux caractéristiques environnementales. Quel est le cadre réglementaire de ces allégations? Donc, au-delà des directives sur les pratiques commerciales déloyales et pratiques commerciales trompeuses, qui sont plus horizontales et qui s'appliquent pour des notions non spécifiques aux cosmétiques, ce sont des notions bien plus larges, comme notamment les notions de prix moins cher qu'eux, ou encore les termes nouveaux. Donc, au-delà de ces textes horizontaux, on va retrouver des textes qui vont encadrer spécifiquement les allégations en cosmétique. Alors, on retrouve en première ligne le règlement 655/2013 et son document technique qui l'accompagne depuis 2017. Et il s'agit ici de lister les 6 critères communs à respecter pour pouvoir utiliser des allégations en cosmétique. On a aussi le manuel de la Commission européenne sur le champ d'application du règlement cosmétique. Et ici, la Commission européenne va donner dans ce manuel son analyse sur est-ce que ce produit est ou n'est pas un cosmétique, notamment en termes de fonction et de zone d'application. Donc la vocation première de ce document, c'est plutôt d'aborder les frontières, mais au-delà de ça, ça donne aussi un cadre et des exemples à suivre ou ne pas suivre en ce qui concerne les allégations. On retrouve également les recommandations RPP parce qu'elles sont multiples, et notamment nous concernant la recommandation sur les produits cosmétiques, qui ne va pas aborder spécifiquement des points ou notions liées aux cosmétiques pour sportifs, mais qui va encadrer de manière plus générale des allégations comme bio, naturel, nouveau, et puis anti-rides, peau sensible et tout ça. À ce cadre général, ou plutôt spécifique à la cosmétique, s'ajoute un cadre plus général et des textes plus spécifiques en termes de portée, comme la recommandation de la Commission européenne sur les produits solaires, et au niveau national, la loi AGEC et ses textes d'application, et également le guide du Conseil national de la consommation, le guide CNC, qui va traiter spécifiquement des allégations environnementales et dont la dernière version à laquelle nous avons participé est actuellement en phase terminale et devrait être publiée d'une semaine à l'autre. Normalement, on devrait avoir une publication au mois d'avril. Donc nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, et j'ai choisi de classer les allégations pour cosmétiques sportifs en 3 catégories. D'une part, les allégations qui vont avoir attrait aux revendications du produit, d'autre part, les allégations en termes de performance, et puis les allégations environnementales. Donc, concernant le premier volet, les allégations en termes de revendications, pour y répondre et illustrer cette thématique, on va aller direction le manuel de la Commission européenne sur le champ d'application du règlement dont je vous parlais juste avant en introduction. Ce manuel donc répond à des questions. Un produit destiné à résorber les contusions, bosses et ecchymoses notamment, est-il un cosmétique? Donc à cette question, la Commission européenne répond que non. Un produit qui est destiné à résorber les ecchymoses, les gonflements et les bosses est susceptible d'exercer une influence significative sur les fonctions physiologiques, et par conséquent, ces produits ne sont pas des produits cosmétiques.
La classification de ces produits est à voir au cas par cas et le produit pourrait tomber soit dans la catégorie médicament, soit dans la catégorie dispositif médical. Concernant les produits destinés à soulager les jambes fatiguées, gonflées, lourdes, sont-ils des produits cosmétiques? Ici aussi, la Commission européenne indique que non, ils ne sont pas à considérer comme des produits cosmétiques puisqu'ils visent à résoudre des troubles circulatoires périphériques mineurs et c'est une fonction qui ne peut être attribuée à un produit cosmétique. En revanche, il y a une nuance qui est donnée par la Commission européenne, qui est que les produits cosmétiques qui ont une fonction primaire cosmétique, par exemple une crème hydratante, pourraient également être présentés comme rafraîchissants, refroidissants ou apaisants pour les jambes. Et dans ce cas, ils pourraient être qualifiés de produits cosmétiques si et seulement si le mode d'action fait qu'ils ne rétablissent pas de manière significative ou ne corrigent pas les fonctions physiologiques en y exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Donc c'est vraiment une étude au cas par cas de toutes les caractéristiques du produit qu'il faut mener, que ce soit les ingrédients, le mode d'action, également le degré de pénétration et les revendications associées. Dans la catégorie produits de massage, on retrouve la question, les produits qui sont destinés à avoir un effet sur les muscles sont-ils des produits cosmétiques? Et notamment est donné l'exemple des produits avant ou après le sport. Donc ici, la Commission européenne indique que non, les produits principalement destinés à avoir un effet sur les muscles, par exemple pour soulager ou réchauffer ou refroidir les muscles avant ou après effort, après le sport, ne peuvent pas être qualifiés de produits cosmétiques. Pour la fonction massante, si le produit vise uniquement à aider l'acte de massage, c'est-à-dire une huile qui n'est là uniquement qui va servir uniquement à lubrifier le corps, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une fonction cosmétique. En revanche, si le produit a un usage principal cosmétique, notamment protéger la peau, l'hydrater, la parfumer, la nourrir, et qu'il a une fonction secondaire liée au massage, il y a possibilité de le classer en cosmétique en fonction de sa présentation, ses ingrédients et son mode d'action. Alors, ça ne veut pas dire qu'une huile de massage n'est pas réglementée, mais en l'occurrence, ce n'est pas à la réglementation cosmétique qu'il faut se confronter, qu'il faut se conformer, si l'unique fonction du produit est le massage. Alors, attention à d'autres fonctions relatives à l'adhérence, aux frictions, qui, lorsqu'elles sont la seule fonction du produit, sortent du cadre cosmétique. Donc, petit récap des allégations utilisables ou pas dans le domaine de la cosmétique et liées au sport. Donc, on bannit les allégations relatives à la récupération musculaire, les allégations du style soulage les douleurs, décontracte les muscles, procure une souplesse ou une mobilité articulaire, et donc on bascule sur des allégations cosmétiques, à savoir spray, massage hydratant, parfume, protège, restaure, corrige, voilà. Le deuxième volet des allégations que j'ai choisi de vous présenter, ce sont les allégations qui sont liées aux performances du produit. Le sportif qui est soumis à des conditions extrêmes et les produits qu'il utilise aussi va devoir, en tout cas les produits qui prévoient ces allégations de performance, l'industriel va devoir apporter des preuves de justification. Et c'est sur ce point-là qu'il faut s'armer de vigilance. Si dans la première catégorie, sur les allégations liées à la revendication
Et aux revendications borderline, les points de vigilance étaient vraiment sur l'action du produit. Ici, c'est en termes de preuve et de justification qu'il va falloir être très vigilant. Puisque le respect des critères communs implique que vous devez prouver que votre allégation est véridique en vous appuyant sur des éléments de preuve probants. Pour la résistance à l'eau, par exemple, il existe deux normes, l'ISO 16217 et l'ISO 18861, qui vont sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour prouver, déterminer une performance et une résistance à l'eau. L'eau, alors ces normes font référence à l'eau et pas à la sueur, et donc afin de revendiquer une résistance à la sueur, il convient de vérifier ce paramètre avec un test qui soit adapté. Et certains laboratoires peuvent en proposer. Les caractéristiques et impacts qui sont liés à la sueur ne sont potentiellement pas les mêmes que les caractéristiques et impacts par rapport à l'eau et notamment à l'eau douce. Donc là, il faudra adapter les tests pour pouvoir revendiquer une performance liée à la revendication sur la sueur. Et donc, petit rappel, la personne responsable, en termes de preuves, est responsable de la conformité de ces allégations vis-à-vis de la réglementation cosmétique et des critères communs, notamment des éléments probants, et chaque personne responsable doit prendre ses responsabilités en termes de preuves qu'elle va apporter, puisqu'il n'existe pas à l'heure actuelle, et ce n'est pas prévu, de liste d'allégations et en face de liste de tests qui doivent être réalisés ou de preuves qui doivent être apportées en fonction des allégations. Donc c'est vraiment à chacun de se poser les bonnes questions. J'ai une allégation, derrière, voilà les éléments mes éléments de preuve. Est-ce qu'ils sont à la hauteur de l'allégation que j'utilise? Concernant la protection solaire, alors là, il existe une recommandation de la Commission européenne de 2006 sur la protection solaire qui va donc encadrer à la fois l'étiquetage des produits solaires, mais également l'efficacité des produits solaires, la protection UVB, la protection UVA, le facteur de protection solaire et puis les catégories de protection à utiliser pour l'étiquetage du produit. Tout avertissement qui indique que le produit protège à 100%, comme écran total ou protection totale, est interdit. Des conseils sur les précautions à prendre en termes d'exposition au soleil et les instructions d'utilisation du produit sont également clairement évoqués dans cette recommandation pour affichage sur l'étiquetage du produit. En termes d'allégations environnementales, donc c'est le troisième volet qui va concerner cette présentation sur les allégations pour sportifs. Donc ces allégations environnementales qui sont plus que jamais au cœur de l'actualité et notamment depuis la publication en 2020 de la loi AGEC qui est venue donner un cadre à ce sujet. Pour le sportif, concilier sport, bien-être, protection de l'environnement paraît essentiel et de plus en plus de marques vont développer des produits durables et respectueux de l'environnement, naturels, recyclables et dont le packaging est fait à partir de matériaux recyclés et biodégradables. Concernant la première catégorie, naturel et bio, donc les recommandations de la RPP, qui certes ne sont pas un texte opposable et qui plus est, ce sont des recommandations françaises. En revanche, elles sont applicables dans tous les pays européens, donnent le cadre en ce qui concerne l'utilisation des allégations naturelles et bio. Donc le contenu naturel ou d'origine naturelle doit être supérieur ou égal à 95% pour pouvoir revendiquer le terme naturel.
Alors, on pourra le justifier selon la norme 1628 ou un autre référentiel. Et puis, pour le bio, il faut que le produit contienne 100% d'ingrédients certifiés bio ou que ce soit un produit certifié biologique par un organisme certificateur ou élaboré selon un cahier des charges aux requis tout aussi exigeant que celui des organismes certificateurs. Pour la mention recyclable, qui fait écho à la réduction des déchets, il faut s'assurer de l'existence d'une filière de collecte et de recyclage pour le matériau en question. Et puis, il faut s'assurer que le produit est exempt de substances qui va perturber le tri du packaging. Donc là, recyclable, c'est vraiment, ça fait attrait au packaging et non pas à la formule. Ensuite, il y a le décret sur les qualités et caractéristiques environnementales qui oblige les metteurs sur le marché. Alors, c'est fonction du chiffre d'affaires et du nombre d'unités de vente donc, il y a un calendrier qui est décalé sur 3 années. Aujourd'hui, c'est les gros metteurs sur le marché qui ont l'obligation depuis le 1er janvier 2023 de rendre cette information sur la recyclabilité disponible en utilisant les mentions emballage majoritairement recyclable ou emballage entièrement recyclable en fonction de la matière recyclée produite par le processus de recyclage. Et donc, cette mention peut être dématérialisée, donc disponible sur la fiche produit du produit. Enfin, la mention biodégradable qui était fortement utilisée et qui est devenue interdite sous couvert de l'article 13 de la loi AGEC. Donc cet article 13 est son décret d'application qui prévoit que toute allégation respectueuse de l'environnement, biodégradable et les autres mentions équivalentes sont dorénavant interdites. Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, mais le décret d'application de l'interdiction ayant été publié après cette date, en avril 2022, il a permis un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023 pour les produits ou leur emballage qui sont fabriqués ou importés avant la date de publication du décret, soit avant avril 2022. Donc, on est bien sur une interdiction globale de cette mention, sous-entendu qu'elle concerne la formule, l'emballage ou les deux, qu'elle soit ou non justifiée avec des tests. Et l'intention du législateur, c'est vraiment d'éviter toutes ces mentions qui vont induire le consommateur en erreur, notamment sur le geste de tri ou même sur le fait de jeter le produit dans la nature sous peine qu'il soit biodégradable. Alors, il s'agit pour le moment de spécificités nationales françaises. Cependant, l'Europe va prochainement implémenter une réglementation concernant la publicité sur la base des critères environnementaux. Et donc, un projet de directive à l'échelle européenne qui vise à lutter contre le greenwashing est en cours d'adoption par la Commission européenne. En gros, toute allégation doit reposer sur une méthodologie appropriée. Bon, ça c'est déjà le cas avec les critères communs, mais c'est surtout que toute allégation globalisante, comme celle que je viens de vous évoquer, devrait être à proscrire. Il faut être le plus précis possible. Donc, sachez que cette proposition de directive est déjà consultable et notamment sur notre base de données CosmetVeille pour ceux qui sont abonnés. Donc, pour toutes les autres allégations, et elles sont nombreuses et variées, là, j'ai choisi d'évoquer certaines allégations qu'on retrouve très souvent sur les produits cosmétiques et notamment ceux destinés aux sportifs. Toutes les autres allégations peuvent être utilisées si elles respectent les règles générales, c'est-à-dire être claires, véridiques, non dénigrantes, justifiables et justifiées et fondées sur des éléments probants. Tout ça
tous ces critères sont évoqués dans le règlement relatif aux critères communs. En cas de non-conformité, en termes d'allégation, donc l'Europe prévoit que toute non-conformité au règlement cosmétique et à ses amendements et à tout autre texte qui régisse les produits cosmétiques, notamment le règlement sur les critères communs, peut être passible de sanctions. C'est l'article 37 du règlement qui l'évoque. Et dans ce cas, il prévoit que c'est à chaque État membre de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations de ces textes. Donc les sanctions vont varier en fonction de chaque État membre. Tout dépendra du territoire sur lequel votre produit est commercialisé et sur lequel il a été inspecté et contesté. Pour la France, c'est le Code de la consommation qui va donner donc les sanctions applicables. L'utilisation donc de certaines mentions peut constituer une pratique commerciale trompeuse dès lors qu'elle va contenir ou véhiculer des éléments qui sont susceptibles d'induire en erreur le consommateur. Donc les sanctions sont ici précisées et punies d'un emprisonnement de 2 ans et d'une valeur de 300 000 euros peut être puni, en tout cas l'industriel qui va donner ou qui répond à ce constat de pratique commerciale trompeuse. Sachez que donc cet article sur les pratiques commerciales trompeuses, alors pas celui qui donne les sanctions, mais celui qui définit ce qu'est une pratique commerciale trompeuse, est en train d'être modifié en y ajoutant une portée sur notamment la partie environnementale et la nature de la tromperie. Donc au-delà des allégations, les cosmétiques pour sportifs représentent un vrai terrain de jeu pour l'innovation, que ce soit en termes de praticité, d'utilisation et puis d'innovation, formule et packaging. Si on avait des points à retenir, c'est attention au positionnement produit, attention à la présentation générale de votre produit, même si on n'écrit pas que c'est destiné aux muscles et aux articulations, dès lors qu'on va avoir sur la présentation du produit, son pack, les publicités, les réseaux sociaux, votre site internet, des symboles, des images qui véhiculent le message. Tout ça peut faire tomber le produit dans un champ et dans une réglementation qui soit autre que la réglementation cosmétique. Donc, le vrai challenge, c'est de réussir à se positionner en termes d'allégations sur quelque chose qui soit conforme à la cosmétique. Et puis après, donc des challenges comme la formule, le pack, la forme, notamment des produits solides, poudres, qui sont plus pratiques pour le sportif, des produits multifonctions. Et donc, pour avoir regardé toutes les vidéos des étudiants de l'UCO et autres, donc c'était vraiment ça qui ressortait, avoir un produit pratique et multifonction. Et puis, donc, respectueux de l'environnement. Mais ça, on va dire que ça se limite pas uniquement aux produits pour sportifs, mais ça vaut pour tous les produits de manière générale. Donc, pour finir, je pense que j'ai encore quelques minutes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Cosmed, donc nous sommes le premier réseau d'entreprises de la filière cosmétique. Ça y est, on a passé la barre des 1000 adhérents et vraiment, on fait beaucoup de choses. Donc, si vous souhaitez nous connaître, n'hésitez pas à nous contacter. Allez sur notre site internet pour voir tout ce qu'on propose. Être adhérent, c'est avant tout intégrer un réseau qui partage les mêmes intérêts, les mêmes difficultés que les vôtres. Et puis bénéficier d'un accompagnement concret à des coûts mutualisés pour mieux vous développer. C'est être aussi représenté auprès des institutions françaises et européennes. Nous, Cosmed, on participe au groupe de travail de la Commission européenne, de l'AFNOR, de l'ISO. Et lors de la rédaction des textes, on fait en sorte que ces textes soient applicables et appliqués aux PME TPE. On propose divers services mutualisés comme Cosmed Veille, notamment dans le domaine de la réglementation, qui va vous permettre d'accéder à des fiches de synthèse,
d'être alerté à chaque évolution et changement réglementaire, et puis de pouvoir poser toutes vos questions à notre équipe réglementaire avec une réponse sous 48 heures. Nos prochains événements, donc les rencontres réglementaires et internationales, des rencontres que l'on organise depuis plus de 20 ans et qui auront lieu la semaine prochaine sur Paris, et puis le CEFIC, qui est un nouveau salon que l'on organise, un salon annuel qui se tiendra sur Lyon et qui vise à rassembler tous les acteurs de l'industrie cosmétique, à la fois de l'énergétique, de l'environnemental, du numérique, des technologies, durant 2 jours, plus de 200 exposants qui vont se rassembler pour proposer des solutions industrielles, technologiques et innovantes et pour vous accompagner toujours au mieux. Voilà, j'en ai fini. Je vais lever ma présentation pour pouvoir voir la salle si jamais il y a des questions. Alors, merci Stéphanie. Alors, des questions, il y en avait, mais le temps était un petit peu plus long que prévu. Peut-être, je vais quand même en remonter une, puisque j'en ai une qui m'est remontée. Donc, on me demande s'il existe des normes pour évaluer les allégations anti-irritation et anti-rougeur dans le cas des applications pour sportifs. Est-ce qu'il y a des normes là-dessus? Alors, des normes, il ne me semble pas, mais il doit très certainement y avoir des tests qui sont proposés par les laboratoires. Mais à ma connaissance, en tout cas là, à froid, non, je ne pense pas qu'il y ait des normes spécifiques pour ces domaines-là. Merci. Disons qu'on a bien noté qu'il y a à la fois l'allégation écrite, la dénomination du produit. Ça aurait été intéressant aussi de pouvoir décrire, mais je pense que ce sera l'occasion d'échanges avec vous, avec Cosmet, sur voir des images aussi de produits pour voir ce qui ne correspond pas à ce qui est acceptable par la réglementation. Et puis de voir aussi comment on gère les publicités sur Internet avec la réglementation européenne, avec les choses à distance. Voilà, on ne sait pas qui fait la publicité. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, je pense qu'il y aura plein de questions qui vont vous remonter. Et puis on va n'hésitez pas. Voilà, on va continuer à parler de réglementation. Encore merci pour la présentation. Merci à vous. Au revoir. Bonne suite.